Pendant des décennies, on nous a appris que les grandes décisions mondiales se prenaient ailleurs, que les cartes du commerce, du transport, de la connectivité internationale étaient dessinées dans d'autres capitales, sur d'autres continents, que l'Afrique était une destination, jamais un carrefour, jamais un centre. Eh bien, quelque chose est en train de changer. Silencieusement, méthodiquement, avec la précision de quelqu'un qui a compris que le pouvoir ne se réclame pas, il se construit. Et ce que l'Éthiopie est en train de construire à quelques kilomètres d'Addis-Abeba pourrait bien être l'un des actes géopolitiques les plus significatifs de ce siècle sur le continent africain. 9,1 milliards de dollars, 110 millions de passagers par an, à pleine capacité. Un aéroport qui, dès sa première phase opérationnelle prévue autour de 2030, accueillera déjà 60 millions de voyageurs annuels. Pour vous donner une référence, les plus grands hubs aéroportuaires du continent africain aujourd'hui traitent entre 20 et 30 millions de passagers par an. Ce que l'Éthiopie construit, c'est 2 à 3 fois ce que nos meilleurs aéroports font aujourd'hui. Et ce n'est pas une expansion, c'est une rupture totale avec l'ordre établi. C'est exactement cela que ce projet vient corriger. Et ce n'est pas un accident, ni une coïncidence, ni le fruit d'une ambition naïve. C'est le résultat d'une stratégie construite méthodiquement depuis des années par Ethiopian Airlines, qui est aujourd'hui la compagnie aérienne la plus profitable et la plus en expansion de tout le continent africain. Pendant que d'autres compagnies défendaient leurs routes les plus rentables entre les grandes capitales mondiales, Ethiopian Airlines faisait quelque chose de différent. Elle tissait un réseau. Elle connectait des villes secondaires, des capitales régionales africaines, des destinations que les grands opérateurs mondiaux ignoraient parce qu'elles ne semblaient pas assez lucratives à court terme. Elle construisait une toile, et cette toile aujourd'hui est l'un des réseaux aériens les plus denses du continent. Comprenez ce que cela signifie dans la logique aéroportuaire. Le trafic ne fonctionne pas comme un voyage direct d'un point à un autre. Il fonctionne comme un réseau de rivières. Les petits affluents rejoignent des cours d'eau plus grands qui convergent vers un point de confluence. Si vous contrôlez ce point de confluence, tout le flux vous traverse. C'est ce que Dubaï a compris dans les années 1990. C'est ce que Singapour a compris avant ça. C'est ce que l'Éthiopie est en train de construire maintenant, avec une différence majeure. La géographie joue cette fois entièrement en sa faveur. Dubaï a transformé un désert en carrefour mondial en une génération. Mais Dubaï n'est pas au centre géographique des grandes routes mondiales. Elle s'est placée stratégiquement dans l'espace entre l'Est et l'Ouest, et elle a bâti l'infrastructure qui forçait les routes à passer par elle. L'Éthiopie, elle, n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Elle est déjà là où les routes devraient naturellement passer. Et maintenant, cette infrastructure arrive. Ce changement va se faire sans déclaration officielle, sans sommet international, sans communiqué de presse solennellement reçu dans les grandes capitales. Il va se faire par des décisions techniques, silencieuses, répétées. Un directeur opérationnel d'une compagnie aérienne asiatique va regarder ses données de coûts carburant et réaliser qu'une escale à Addis-Abeba réduit sa consommation sur une route vers l'Amérique du Sud. Une compagnie européenne va constater qu'une connexion via le nouveau hub lui fait gagner 2 heures sur une liaison vers l'Afrique australe. Un opérateur de fret va remarquer que ses coûts de transit baissent de façon significative en réorientant ses flux. Et puis, ces décisions individuelles vont s'accumuler. Les fréquences vont augmenter, les routes vont se densifier. Et à un moment qui ne sera pas annoncé, qui ne sera pas célébré avec fracas à Addis-Abeba, cessera d'être une option et deviendra un défaut. Le point de passage standard, celui que les systèmes choisissent non pas par tradition, mais par logique. C'est là que réside la puissance réelle de ce projet. Parce que quand vous devenez le point de passage par défaut, vous ne participez plus au système mondial. Vous le structurez. Vous influencez quelles villes ont des connexions directes et lesquelles n'en ont pas. Vous devenez la variable que les autres acteurs du système doivent intégrer dans leurs calculs. Et progressivement, une forme d'influence que l'Afrique n'a jamais exercée dans ce secteur commence à se matérialiser. Pensons à ce que cela représente dans un contexte plus large. Depuis des décennies, l'architecture des échanges mondiaux commerciaux, humains, culturels a été organisée autour de centres situés en dehors du continent africain. Les grandes plaques tournantes de l'aviation mondiale étaient à Londres, à Paris, à Amsterdam, à Francfort, à Dubaï, à Doha,
à Singapour. Ce n'est pas parce que ces villes étaient les mieux placées géographiquement pour tout le monde. C'est parce que l'infrastructure y avait été construite en premier et que les systèmes ont évolué autour de cette infrastructure. Une fois qu'un système s'organise autour d'un point, il développe des mécanismes de résistance au changement. Des alliances, des accords bilatéraux, des politiques tarifaires, des habitudes opérationnelles, tout cela crée une inertie considérable. Mais l'inertie cède toujours devant une force suffisamment puissante. Et dans l'aviation, cette force s'appelle l'efficacité économique. Quand une route devient mesurément plus courte, moins coûteuse en carburant, moins sujette à la congestion, les opérateurs ne résistent pas longtemps. Ils s'adaptent. Parce qu'à l'échelle de milliers de vols et de millions de passagers, même une réduction marginale des coûts représente des montants considérables. C'est ce levier-là que l'Éthiopie active. Pas la politique, pas la rhétorique, l'arithmétique. Et il y a quelque chose de profondément symbolique dans cette approche. L'Éthiopie ne demande pas sa place au système. Elle construit une infrastructure qui force le système à venir à elle. C'est une posture radicalement différente de celle que l'on a trop souvent vue sur le continent. Attendre d'être inclus, solliciter d'être reconnu, négocier sa participation à des règles écrites par d'autres. Là, la logique est inversée. On construit d'abord, on force la réponse ensuite. Et cette réponse ne sera pas volontaire. Elle sera mécanique, dictée par la rationalité économique des acteurs du marché. Il faut aussi mesurer ce que cela signifie pour l'ensemble du continent. Un hub aérien de cette envergure ne transforme pas seulement l'Éthiopie. Il transforme la connectivité de toute l'Afrique de l'Est et progressivement de tout le continent. Des capitales régionales qui avaient besoin de 2 correspondances pour rejoindre l'Asie n'en auront plus besoin que d'une. Des entrepreneurs africains qui perdaient des journées entières en transit dans des aéroports européens pourront raccourcir leurs circuits commerciaux de façon significative. Des étudiants, des chercheurs, des professionnels du continent bénéficieront d'une connectivité qui aujourd'hui est encore un luxe réservé à ceux qui vivent près des quelques grandes métropoles bien connectées. La réduction des temps et des coûts de transit n'est pas seulement une commodité, c'est un multiplicateur économique. Chaque heure gagnée, c'est une réunion d'affaires possible. Chaque connexion facilitée, c'est un partenariat commercial envisageable. À l'échelle du continent, l'effet cumulé de ces gains est potentiellement transformateur. Il faut également nommer clairement ce que ce projet révèle sur les capacités africaines. Parce qu'une des fictions les plus persistantes que l'on impose au continent, c'est celle de l'incapacité. L'idée que des projets de cette ambition, de cette complexité et de cette envergure ne peuvent être pensés, financés et exécutés que si une puissance extérieure en prend la direction. Le projet aéroportuaire éthiopien contredit cette fiction avec des chiffres, avec du béton, avec de l'acier. Un État africain a identifié une opportunité géostratégique, a élaboré un plan à long terme, a sécurisé un financement de 9 milliards de dollars et a enclenché une construction qui va remodeler le paysage aérien mondial. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas une exception à documenter avec condescendance, c'est un modèle à étudier, à amplifier, à reproduire. Alors voici les questions que je vous laisse avec ce soir. Quand l'Afrique commence à contrôler les nœuds par lesquels passe le mouvement mondial, qu'est-ce que cela change dans la structure des rapports de force qui ont organisé le monde depuis des siècles? Et si Addis Abeba devient dans 20 ans ce que Dubaï est aujourd'hui, ce point incontournable par lequel le monde choisit de passer, est-ce que cela aura été une victoire de l'Éthiopie seule ou une victoire de l'idée que l'Afrique peut être, doit être, sera le centre du monde? Je crois que la réponse est déjà en train de s'écrire dans les plans d'architecture de ce nouvel aéroport. Et ce n'est que le début. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore que l'Afrique n'a rien à offrir au monde. Donnez-lui un nouveau point de vue. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et dites-nous dans les commentaires, selon vous, dans 20 ans, Addis Abeba sera-t-elle le nouveau Dubaï ou quelque chose de plus grand encore?